Bonjour à tous et merci d'être là pour cette nouvelle émission hors de prix. Aujourd'hui, nous allons aborder les élections en France. Et pour tous nos amis francophones du Québec, de Belgique, de Suisse et d'ailleurs, restez là, cela va vous intéresser car nous avons à peu près le même avis pour vos élections à vous. Et tout de suite, sans plus tarder, la rubrique de Marco, toujours plus taré. Avec le monde monétaire, c'est toujours la fête à l'intelligence humaine. Et on commence par le fair play financier dans le monde du foot. Parce que, bon, il faut pas trop que le football soit un jeu de dupes à cause du fric. Et bah oui, c'est comme si dans une course, vous avez certains qui ont le droit de rouler en Ferrari, et puis les autres doivent se contenter de la 2 chevaux. Il y a comme un léger problème dans le côté sportif. Voilà. Alors donc, l'UEFA a inventé depuis 2011 le fair play financier. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des mesures comptables pour que les clubs qui sont aux mains des milliardaires qui balancent de l'argent par les fenêtres pour se payer des grands joueurs ne puissent plus le faire, ceci afin de rééquilibrer la compétition entre les clubs. En gros, un club ne doit pas avoir 30 millions de dettes sur 3 ans, et parce que c'est pas bien, hein, c'est pas bien du tout. Donc maintenant, pour compléter et adapter au marché actuel, c'est plus 30 millions de dettes, c'est 60 millions de dettes sur 3 ans qu'ils ont droit d'avoir. Voilà, c'est ça le fair play financier. Et l'UEFA a aussi adopté le salary cap pour que les clubs ne dépensent pas plus de 70% de leurs revenus dans la masse salariale, autrement dit dans le paiement des joueurs vedettes, etc. etc. À savoir qu'actuellement, le PSG a une masse salariale supérieure à son chiffre d'affaires. C'était une info de sport. De sport business, bien sûr. Grâce à la guerre en Ukraine, la finance renoue avec l'industrie de l'armement. Alors dans cet article de lemonde.fr, on apprend qu'un groupe bancaire suédois qui se souciait de ses investissements sur le plan environnemental, social et de gouvernance s'est rendu compte qu'elle perdait des clients. Et oui, parce que l'armement ça rapportait plus. Alors maintenant elle investit de nouveau dans le secteur de la guerre, de la défense, parce que ce secteur, ça soutient la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Parlez-en aux morts et aux blessés et aux réfugiés, hein. Et en Allemagne, la banque Commerzbank annonce vouloir flécher les capitaux vers l'industrie de l'armement. Ah, les petites flèches de Cupidon, c'est sympa quand même, hein. Et dernière petite info, cerise sur le gâteau, grâce à la monnaie, les prix du blé augmentent, alors que les récoltes qui vont manquer ne manquent pas. Vous voyez, c'est-à-dire on anticipe, grâce à la monnaie, les pénuries. Les gens sont déjà dans la merde avant qu'ils soient dans la merde. La spéculation affame les peuples avant les manques de nourriture. C'est super. Champion. Et voilà, c'était la rubrique toujours plus tarée grâce à la monnaie. Ouais. Merci Marco. Alors, pour commencer, Hugo, le petit nouveau qui vient d'arriver pour cette 3e émission, que t'inspirent les élections présidentielles en France? Tu te dis quoi en voyant tout ça arriver? Je me dis que malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix disponibles. Et je me dis que, à un moment donné, ça reste toujours de choisir pour quel chat allons-nous voter pour se faire manger, nous les rats. Voilà, donc c'est pour moi une véritable mascarade que tout ça, et que ça soit d'un côté ou de l'autre, le tout est pour moi très concrètement orienté en faveur du système marchand dans tous les cas de figure. Oui, pour toi, on est dans un bateau qui coule, mais là, on n'est pas en train de changer de bateau, quoi. On est en train de savoir qui va être le capitaine du bateau qui coule. Merci, merci Hugo. JFA? Visiblement, il y a 3 candidats qui ont une chance d'être au 2e tour, hein. Macron qui a le plus parlé avant même d'être candidat. Le Pen qu'on a la plus entendu, mais qui a le moins à dire. Et Mélenchon qui a le plus à dire, mais qu'on a le moins entendu. J'ai vu une vidéo sur la campagne de Macron qui était étonnante. Des promesses délirantes. Il a essayé de nous faire croire qu'il œuvrait pour les plus pauvres et pour la lutte contre les inégalités. Il s'est présenté comme un vrai comédien. On l'a vu en début de vidéo, on le voit avec son staff qui prépare la réunion. Après ça, on le voit au maquillage, et avec des mimiques qui sont des mimiques d'artistes. Hein. On le voit avant d'entrer en scène, qui se concentre bien avec les yeux fermés, comme ça. Enfin, quand il sort, il est content de lui, hein, après avoir dit des énormités. À un moment donné, il y a une journaliste qui lui pose une question, et il répond, alors avec les gestes et tout, hein, je m'en fiche royalement, totalement, présidentiellement. J'ai trouvé ça extraordinaire. La société de spectacle, selon Guy Debord, en plein.
Alors, quant à Le Pen, elle a passé son temps à critiquer le bilan de Macron. On dirait presque qu'elle est de gauche. Mais alors, par contre, son programme, je n'ai pas réussi à savoir ce qu'elle voulait. Il n'y a absolument rien de précis, c'est flou. Ce qui me paraît évident, c'est qu'elle cherche à être au second tour et que c'est son seul objectif. Simone Veil, dans les Écrits de Londres, dit, je la cite, « L'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite. » Et je crois que Marine Le Pen, elle est vraiment là-dedans. Quant à Mélenchon, son discours flamboyant, moi, il m'a fait penser au discours de Tsipras en 2015, avant qu'il soit élu. La même combativité, la même fermeté vis-à-vis de l'Union européenne, de la finance, du capitalisme. Et en quelques mois, Tsipras a retourné sa veste et a trahi son peuple, malgré un référendum dans lequel les Grecs ont décidé à 61,31% ont prononcé contre l'austérité. Et Tsipras a accepté le mémorandum de l'Union européenne. Est-ce que Mélenchon ferait mieux? Sur cette question, j'ai trouvé une phrase de Lordon qui est assez intéressante. Il dit « Mélenchon au pouvoir, c'est la tempête financière qui élève les taux d'intérêt de 1 à 15 ou 20% dans une configuration à la grecque. Le fardeau de la dette devient alors écrasant et le contraint soit à une austérité à faire rêver la droite, soit à faire un moratoire sur la dette et en suspendre les paiements. Et là, c'est le tsunami financier international avant même que Mélenchon ait eu le temps de signer son premier décret. » Voilà. Mélenchon, il a un discours, on va dire, anticapitaliste, mais en même temps, dans le programme, il va devoir prendre en charge le problème du chômage, le problème des retraites. Est-ce qu'on peut être anticapitaliste, être pour un système marchand? Est-ce que, selon toi, ça peut se combiner les deux? Absolument pas. Pour moi, la guerre commence avec un seul euro ou un seul franc ou une seule unité dans sa poche lorsqu'on va choisir chez qui on va se fournir. Donc, pour moi, le capitalisme, je sais que ça en fait bondir plus d'un, mais ça commence avec un seul euro dans sa poche. C'est que du réformisme, même chez les soi-disant révolutionnaires. Je te rejoins totalement là-dessus, Marc. Moi, là, je voulais intervenir, alors, je voulais pas forcément parler de tous les programmes des candidats, parce qu'il y en aurait beaucoup à dire, mais sur celui qui est parti pour être représident, c'est Emmanuel Macron. Le fait qu'il veut investir dans 6 centrales nucléaires. Et pour moi, ça m'évoque vraiment le fait de continuer encore à accélérer notre problème. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas vraiment à avoir une baisse de nos besoins en énergie. Non, non, il va falloir encore plus d'énergie. Donc, comment essayer d'en faire plus? Je ne vais pas rentrer dans un débat nucléaire versus tout ce qui est énergie carbonée. Mais pour moi, on est encore, alors qu'on sait très bien qu'on doit vraiment changer de système, là, non, c'est encore plus d'accélérateurs nucléaires. Et je ne sais pas si vous avez vu, il a dit que dans son programme, qu'il prévoyait un budget de la défense de 50 milliards d'euros. Et donc là encore, ça revient un peu à ce qu'on avait dit dans l'émission sur l'Ukraine, c'est qu'on investit encore énormément dans des super pouvoirs. Donc la Chine fait pareil, la Russie fait pareil, l'OTAN fait pareil. Et où c'est que ça va nous mener tout ça? Est-ce qu'on se sent plus en sécurité parce qu'on va avoir de plus en plus d'armes sur Terre? Et je rejoins totalement ce que disait Hugo et aussi ce que disait Marc sur le fait qu'on n'est pas en train d'innover, que ce soit de gauche à droite, on est vraiment en train de réformer un bateau qui est en train de couler. Et moi, ce qui m'avait marqué beaucoup par rapport à tous les présidents qu'on a pu avoir, c'est qu'au bout de 6 mois ou 1 an qu'ils étaient en poste, à chaque fois, je me disais, mais enfin, si on ne savait pas qu'il y avait un nouveau président, on ne verrait pas de différence. Enfin, globalement, en fait, notre contexte est le même, on est toujours en train de travailler, on est toujours dans la concurrence, toujours dans la guerre commerciale, toujours des inégalités, toujours des problèmes de chômage, et toujours le même discours de devoir trouver des solutions et pour les retraites, et pour le chômage, et ainsi de suite, sans parler que l'écologie est toujours au dernier rang de nos priorités. Fanny, est-ce que tu voulais réagir? Ce qui me chagrine dans ces élections politiques, c'est la façon dont elles sont... Dont est organisé le pouvoir ici en France. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre le français moyen pour un débile,
on lui dit en fait qu'il n'est pas capable de se gouverner par lui-même. Et si j'ai une appétence pour un candidat, ce serait éventuellement Mélenchon, parce qu'il propose l'instauration d'une 6e République, avec une 6e constitution qui serait recréée par les citoyens. Et je trouve qu'on approche la démocratie réelle, encore que ça peut se discuter. Ceci dit, même si les citoyens ont le pouvoir en main, tant qu'on sera soumis à la cage qu'est l'argent, en fait, on ne pourra jamais faire passer l'éthique et l'humain et l'écologie avant. Donc, c'est dommage. On peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier l'argent de la démocratie. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre parce que tant qu'il y aura l'argent, la démocratie sera faussée. Parce que de mon point de vue, si je peux rebondir là-dessus, la grosse problématique, c'est effectivement cette notion de démocratie exclusivement représentative et finalement l'absence complète de choix du peuple. Donc, on est gouverné par des personnes dont le pouvoir est unilatéral. On a beau choisir n'importe quelle personne en fonction de son programme, il a largement toute latitude par la suite pour ne tenir aucun compte du programme pour lequel on a voté pour lui. On peut très bien parler, puisqu'on parlait un instant politique, de Macron avec son fameux pacte écologique citoyen, là où on a demandé justement l'avis à de nombreux Français et qui par la suite a été littéralement vidé de l'ensemble de son sens et qui en sera exactement pareil avec le programme de Mélenchon. Même si ce que dit Fanny est tout à fait juste dans le sens où il représente la seule alternative qui va dans le sens plus ou moins d'un côté démocratique, malgré tout, même s'il est élu, pour moi, il s'agit d'une opposition contrôlée, c'est-à-dire que ni plus ni moins que comme les copains, une fois qu'il sera au pouvoir, il sera assujetti au lobby de la finance qui imposera sa loi malgré tout et l'empêchera littéralement de laisser la latitude au peuple de décider et de faire ses choix. Voilà. Oui, et si je peux rajouter quelque chose, même s'ils donnent effectivement le pouvoir à tous les citoyens ne tarderont pas à se rendre compte qu'eux-mêmes, dans leur prise de décision, ils sont obligés de se soumettre à la finance, sinon ça casse tout l'équilibre du marché, comme l'a dit Jean-François. Tout à fait. Effectivement, c'est la logique qui fait que quelque gouvernement que ce soit, quelque parti politique que ce soit, la problématique ne se situe absolument pas dans la démocratie. La problématique se situe bel et bien dans le système marchand, dans le système d'échange qui impose ce processus de capitalisme et donc de croissance année après année et qui, de fait, va à l'encontre de tout ce qui est valeur humaine, comme le disait Fanny, ou écologique, empêchant absolument toute prise de décision politique. Jean-François voulait intervenir, puis Marc. Oui, je voulais simplement rappeler quand même que, historiquement, la démocratie représentative a été imposée en 1789 par l'abbé Sieyès, un révolutionnaire ancien curé des Troquets, et il a réussi à faire passer son idée en disant que la France, les Français devaient se nommer des représentants, sinon on serait en démocratie ce que la France ne saurait être. En somme, on a instauré la démocratie représentative pour ne pas être en démocratie. Mais on a quand même gardé le mot démocratie parce que ça faisait passer la pilule. Donc, moi, c'est pour ça que je ne vote pas, parce que j'ai toujours peur, après avoir donné ma voix, de devenir aphone. Et je ne voterai que quand on votera pour des idées et non pas pour des personnes. Merci. Il ne faut pas donner le pouvoir à quelqu'un, parce qu'on risque de le donner, c'est risqué qu'il veuille le garder définitivement. C'est en général ce qui se passe. Oui, c'est élire des maîtres, comme on dit. Voilà, il est son maître. Marc ? J'adore ta référence historique, elle est toujours super intéressante à relever et à communiquer. Moi, d'un point de vue plus pratique, ne faut pas oublier que les 4 derniers présidents qu'on a eus en France étaient ceux qui avaient les plus gros budgets monétaires pour ces campagnes électorales.
Donc l'influence de l'argent, tant qu'on en a, la démocratie, le peu de démocratie ou la pseudo-démocratie sera corrompue. Et on ne parle même pas de tous les arguments, entre guillemets, qu'il peut y avoir chez les candidats, qui se résument à « si vous votez pour moi, j'augmente vos salaires, j'augmente vos pensions », ou si vous votez pour moi, je diminue vos impôts. Bref, à la fin du mois, vous aurez plus dans votre poche. Résultat, le débat démocratique se résume à de la corruption d'électeurs. C'est-à-dire, en gros, on serait choqué et on est choqué quand dans des républiques bananières, les dictateurs achètent carrément le vote en donnant un billet. Mais en fait, notre démocratie ne vaut pas mieux. On est exactement dans cette logique de fric, voire on est un peu plus con parce que les gens suivent les promesses, alors que dans les dictatures, les mecs, on leur a donné quand même le billet directement. Donc, vous voyez le délire lorsqu'on n'est pas dans une démocratie réelle, directe. Merci Marc. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Il faudrait voir, on a eu pas mal de scandales quand même, enfin de scandales qui ne sont jamais trop révélés, mais entre les personnes qui ont financé les campagnes et puis les intérêts qu'ils avaient à le faire en retour. Il ne faut pas oublier que les dirigeants, c'est quand même eux qui ont accès au marché public, au budget public et qui peuvent des fois donner un petit rendu pour un donné. Je voulais vous poser la question sur je ne sais pas si vous connaissez la citation d'Héraclite qui dit que les hommes éveillés vivent que dans un seul monde et que les hommes endormis vivent chacun dans leur monde. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit que, en fait, quand on vote pour la France, on fait quand même une certaine erreur? C'est comme si tous les enjeux de nos vies de citoyens se jouaient au niveau français. Comme si notre seul dirigeant, finalement, c'était Emmanuel Macron. Alors que les choix que peut faire un Xi Jinping en Chine ou Vladimir Poutine influencent aussi, que ce soit d'un point de vue militaire, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue commercial, d'un point de vue environnemental. Et finalement, est-ce qu'on ne vote pas toujours dans le vent? Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'on n'est pas en train de voter dans le vent parce que voilà, nos vies à nous-mêmes en France, ça ne se circonscrit pas qu'au choix du gouvernement français, mais c'est cet ensemble mondial de systèmes marchands. Fanny, tu as une idée là-dessus ou pas? Oui, en fait, je pense qu'on fait tous élire que des pantins. C'est la face visible, mais le marionnettiste, c'est les marchands, et les gros marchands. Ou les gros investisseurs, c'est la même chose. Je voudrais conclure effectivement en disant qu'en soutenant bien le principe selon lequel cette démocratie représentative comme ça ne peut pas fonctionner. Il y a un moment donné où on ne peut pas élire quelqu'un pour un programme et ne plus ensuite rien décider pendant les 5 ans qui suivent ou pendant la durée de son mandat. Je pense que les Russes ont peut-être élu ou pas Vladimir Poutine, tout dépend des conditions d'élection, mais je ne pense pas que les Russes soient, si on demande à chaque citoyen, hors endoctrinement médiatique, bien entendu, s'ils sont pour la guerre. Je pense que personne, aucun être humain sur Terre, finalement, n'a envie de guerre. À part 2 ou 3 personnes qui seraient incitées financièrement ou par le pouvoir à gagner quelque chose par là même, mais un être humain lambda ne souhaite jamais le malheur des autres, c'est pas possible. Donc partant de là, c'est inacceptable de voter pour quelqu'un qui ensuite a tout pouvoir sans que les citoyens puissent s'y opposer, ne serait-ce que s'y opposer. Donc partant de là, voilà, le système est complètement faussé et il ne faut plus essayer de le changer, mais il faut complètement changer de système. Et ça me fait penser à un article, enfin un extrait d'un livre de la femme de Mitterrand, Danielle Mitterrand, où à un moment elle expliquait que pendant un repas avec François Mitterrand, quelques années après son élection, elle lui a posé la question « Mais pourquoi tu ne tiens pas tes promesses électorales ?» Et il disait « Parce qu'on gagne la fonction, mais on ne gagne pas le pouvoir. » Et moi, ça m'a énormément interrogé de me dire, oui, en fait, est-ce qu'ils ne gagnent pas le pouvoir parce qu'il y a les financiers, comme dit Fanny, qui sont derrière? Ça, très certainement. Je pense aussi qu'ils n'ont pas le pouvoir parce que finalement, on reprend le bilan d'avant et puis finalement, il est aussi serré en termes de budget, on ne peut peut-être pas en faire plus.
Mais toujours est-il que c'est vrai que voter, et je pense que de plus en plus de gens, et pas que des Français, je pense que dans tous les pays, de plus en plus de gens se posent vraiment la question de enfin, la remise en cause du bien fondé des élections telles que nous les connaissons aujourd'hui. Go. Un dernier petit mot pour dire que qui qu'on vote, au final, on ne vote que du PIB supplémentaire pour les années à venir. Il faut bien garder ça en tête. Voilà. Donc, tant qu'on n'arrête pas avec cette logique, ça ne sert à rien. Marc? Oui, c'est ça. En fait, on élit un bon représentant de commerce. C'est-à-dire qu'il faut qu'il présente bien, qu'il parle bien, mais voilà, le but, c'est qu'il aille vendre des avions parce que ça rapporte du fric à la France. Voilà, qui défendent les intérêts économiques. Donc, en gros, on élit non pas un président, voilà, c'est un bon représentant de commerce qu'il nous faut. Un petit complément d'information là. La phrase de Mélenchon que j'ai relevée, qui m'a interpellé, c'est « Un autre monde est nécessaire, nous le rendrons possible ». Alors, j'ai trouvé ça très bien, hein, c'est joli. Hein. Un autre monde possible, c'est pas possible dans le même cadre. Et c'est là qu'il y a l'hiatus. Hein. Si on change à l'intérieur du cadre, on ne change pas grand-chose. Et le cadre, c'est un cadre financier, monétaire, un marchand. Voilà. Et aucun ne parle du cadre marchand. Le cadre, c'est le système d'échange. Voilà. Tant qu'on reste dans le système d'échange, nous n'aboutirons à rien. On dévalorise l'humain, la planète, au profit de l'échange qui doit toujours systématiquement rapporter plus. Et nous n'avons pas encore parlé des élections législatives. Marc, est-ce que tu veux intervenir là-dessus? Oui, enfin, c'est juste pour préciser qu'effectivement, élire des représentants de commerce, que sont même les députés quand ils défendent les usines qui sont sur leur circonscription, les AOC, etc., etc. Les élections législatives peuvent quand même être utiles pour les États monétaires en termes de visibilité et poser des questions entre guillemets gênantes ou constructives dans le débat public actuel. Donc, c'est pour ça qu'avec Fanny et d'autres, on se présente aux élections législatives, non pas pour être élu, puisque de toute manière, on sait très bien qu'on n'a aucune chance d'être élu, mais pour arriver à dire « Coucou les gens, il y a peut-être autre chose et il serait temps de remettre à plat la société actuelle pour construire quelque chose de vraiment serein. » Donc, les élections législatives, pour moi, ça reste quand même un axe important pour aider les idées postmonétaires. D'accord. Pour aider les idées, mais pas pour être élu et faire un nouveau programme. Ce qui est intéressant, c'est de constater que plus on descend dans la hiérarchie sociale au niveau des élections, et plus ça devient démocratique. Les présidentielles sont moins démocratiques que les législatives sont moins démocratiques que les communales, etc. Et donc, si on imagine une société post-monétaire, c'est effectivement le chemin inverse. Il faut partir de la base pour remonter au sommet et organiser le sommet avec la base, à partir de la base. Tant qu'on fait le contraire, on est dans le même cadre. Du coup, comment imaginez-vous le programme que nous aurions s'il n'y avait pas d'argent? Déjà, quels sujets nous n'aurions plus besoin d'aborder? Moi, je vais en commencer par en lancer un premier. Il n'y aurait plus les problèmes des retraites. Hugo? Oui. Alors, il y aurait plein de sujets qu'on ne traiterait plus et peut-être des nouveaux qui apparaîtraient. Mais en attendant, on se débarrasserait de beaucoup de questions finalement qui sont aujourd'hui traitées à cause du système financier qui demande une bureaucratie et une vérification absolument pharaonique en termes de temps, d'énergie. Est-ce que vous avez d'autres idées de ce que nous ne verrions plus dans un système non marchand, dans les programmes électoraux qu'on voit de manière assez classique? Marc? Ce qui revient avec toute l'extrême droite et tous les autres, c'est la sécurité. Or, sans monnaie, que deviendraient tous les problèmes d'insécurité? C'est-à-dire que ce soit le vol, que ce soit les violences, même l'insécurité alimentaire.
l'insécurité du chauffage, tout ça change complètement dans une société post-monétaire parce qu'on a intérêt enfin à faire des bâtiments aux normes passives. Donc, on n'a plus besoin d'autant d'énergie, donc on n'a plus besoin de dépendre, etc., etc., et d'être la corde au cou avec son budget familial tous les mois pour payer les factures. Donc, moi, c'est vraiment une chose super importante. Fanny, puis après Hugo. On arrêtera de parler de chômage parce que si on n'a pas de travail pour tout le monde, tant mieux, on pourra se reposer. Ça arrêtera de coûter cher à la société et ça nous fera du bien. Merci Fanny. Hugo? Effectivement, il y a plein de domaines sur lesquels on ne parlera plus. Et c'est ce que disait Marc tout à l'heure, c'est principalement la plupart des gros enjeux. Par exemple, en alimentation, comme il disait, on ne parlera plus de famine. On va parler d'autonomie alimentaire. On va parler également de produits de qualité et non plus des problèmes de la malbouffe. On va plus se retrouver avec plus de morts par rapport aux problèmes d'obésité que de faim dans le monde. Donc, c'est vraiment un domaine qui va changer, qui va avoir des rebonds lui-même sur d'autres secteurs de notre société. Quand on arrive sur le secteur de la santé et du bien-être, on va pouvoir discuter longuement de comment rendre les gens en meilleure santé et non plus essayer de résoudre aujourd'hui comment privatiser les hôpitaux ou faire en sorte que ça coûte le moins possible. Là-dessus, grâce aux prérogatives qu'on aura prises dans le domaine de l'alimentation, les gens seront en meilleure santé puisqu'ils ne sont plus assujettis à la malbouffe. Donc, ça sera des phénomènes rebonds qu'on va pouvoir constater à grande échelle dans tous les coins. Écologie, même principe, on ne sera plus obligé de traiter tous ces problèmes de rejet chimique parce que ça ne sera plus coûteux de traiter dignement les produits chimiques pour les entreprises. Donc, ça résout tous les problèmes et les enjeux qui sont à l'heure actuelle débattus et pour lesquels on essaye de faire des pansements, trouveront finalement une véritable solution. Marc parlait de l'habitat avec justement les notions d'isolation qui pourraient être prononcées de partout, générant par là même des économies d'énergie dans le secteur de l'énergie. Donc ça rebondit dans tous les domaines. Et ça va permettre de changer complètement les discussions si en plus on enlève effectivement les enjeux de pouvoir qui sont associés à ces discussions-là. Les gens ne feront de la politique que pour le bien de leurs concitoyens. Jean-François? Oui, moi je me dis qu'effectivement, il y aurait beaucoup de choses dont on ne parlerait plus. Je me suis amusé à prendre au hasard un code de justice quelconque, on peut prendre n'importe lequel, avec un stabilo et rayer tout ce qui se rapporte à l'argent. À la fin, il ne reste plus grand-chose. Ça veut dire qu'il faut tout reconstruire. C'est pour ça que ça me semble plus important de chercher de quoi doit parler une constitution plutôt de voir de quoi on ne parlerait plus. Par exemple, moi, je mettrais un article premier de n'importe quelle constitution, un article expliquant comment on peut rendre aux usagers la maîtrise de leurs usages. Ça, alors là, c'est fondamental. Après, sur la forme de la société, doit-on avoir une société hiérarchique ou une société horizontale? C'est des choses comme ça, fondamentales. La Constitution, c'est les fondements de la société. Donc, si je résume bien, on aurait déjà beaucoup moins de causes de nos problèmes actuels, donc sur les guerres commerciales, sur les finances qui entrecoupent les possibilités au niveau écologique, une meilleure répartition du travail, donc pas de chômage, meilleure répartition d'alimentation, donc tout le monde aurait à manger. Du coup, ça enlève vraiment beaucoup de sujets de débat aujourd'hui. Et quels sont les sujets de débat qui resteraient dans un monde où l'argent n'existe pas? Il nous resterait quoi exactement? Répartition du travail, des efforts? Hugo? Répartition des ressources, les notions de la façon dont on partage les richesses, parce que bien sûr, il n'y a pas que des richesses financières, il existe beaucoup d'autres formes de richesses possibles. On pourrait discuter du bien-être des habitants, qui est une valeur qui pourrait être fondamentale également. On parlait sur le dernier épisode de la notion des EHPAD. Justement, c'est exactement le principe qui doit être apposé à notre société.
à savoir questionner directement les habitants pour ressentir leur bien-être et mettre en avant des actions au niveau politique qui permettent de favoriser le bien-être des habitants. Marc, de quoi on parlerait dans un monde sans argent? Je pense qu'on parlerait plus de choses entre guillemets jugées futiles dans notre monde actuel, c'est-à-dire de la philosophie, de la science, de l'imaginaire, mais dans le bon sens du terme, pas l'imaginaire préconçu, l'imaginaire de chacun. Qu'est-ce qui remplacerait la monnaie, les trocs, les échanges dans une société post-monétaire? C'est la question qu'on pose souvent, enfin qu'on nous pose souvent quand on parle de cette idée. Et moi, je réponds, ce serait une économie des connaissances. Et donc, voilà, les connaissances, c'est la base. Donc, on aurait plus de temps de cerveau disponible pour en parler, pour expérimenter soi-même, ouais, vraiment pour tout un tas de choses. L'humanité serait enfin à la hauteur de ce qu'elle est potentiellement. Le retour de la philosophie et des connaissances, j'adore, j'adore. Fanny, quelque chose à rajouter dans ta vision du monde de demain? De quoi on débattrait dans la gestion de notre civilisation? On pourrait quand même discuter performance de travail pour faire en sorte qu'on soit tellement performant qu'on n'ait plus à moins travailler à côté. On pourrait discuter de satisfaction, de bonheur intérieur brut. Comment évaluer au mieux la satisfaction de chacun dans la société. Ouais, déjà, ce sera un gros sujet de savoir comment est-ce qu'on pourrait évaluer la satisfaction de chacun. Je trouve ça très intéressant. Tu soulèves toute l'idée qu'on pourrait automatiser sans avoir peur que ça fait perdre des emplois. C'est vraiment une idée aussi qui m'a beaucoup traversé, c'est qu'on réfléchirait plus à comment battre la concurrence, comment faire du profit, mais comment faire ce pourquoi on est fait, enfin la fonction de l'entreprise, mais tout en travaillant de moins en moins, ou toujours dans des conditions de travail de mieux en mieux. Enfin, c'est vrai que le contexte du travail, on pourrait vraiment réfléchir à la réduction pour avoir de plus en plus de temps libre. Et du coup, si on ne doit plus élire des présidents, alors que ça serait quoi pour vous la démocratie idéale? Parce que bon, mettre 7 milliards de personnes ou 70 millions de Français autour d'une table pour discuter, c'est peut-être un petit peu compliqué. Alors, avez-vous des idées qui vous viennent en tête? En fait, je vois bien le processus suivant. C'est mettre publiquement un problème qui est potentiel ou qui existe déjà. Ensuite, chaque citoyen amène ses idées, son point de vue, suivant l'échelle, on va dire l'arc-en-ciel des positions les plus conservatrices, à savoir on ne fait rien, on laisse passer, jusqu'à toutes les positions les plus évolutistes possibles. Et on creuse après chaque solution par des arguments en essayant de se baser le plus possible sur les faits, sur de la réalité, sur des connaissances. Voilà, pour moi, c'est ça la démocratie, donc ça changerait complètement l'état d'esprit actuel. Mais pour moi, c'est ça, c'est chacun apporte son angle de vue sur une problématique qui doit être claire, qui doit être énoncée, accessible à tous. Nous, au Mosica, ce qu'on a pensé, c'est que c'était vraiment assez difficile de réunir tout le monde autour d'une table, mais qu'il y avait quelque chose déjà de très intéressant dans un monde où il n'y a plus d'argent. Déjà, ce ne serait pas des personnes qui donnent des ordres, mais ça ressemble un peu à la CCC, la Commission citoyenne pour le climat, c'est-à-dire qu'on fait intervenir des personnes qui n'ont pas spécialement d'intérêt à venir donner leurs décisions. Donc, moi, il y a un modèle qui m'attire beaucoup, c'est celui de la commune de Kingersheim en Allemagne, mon Dieu, en Alsace, mais qui est donc c'est autour du maire qui s'appelle Joe Spiegel qui fait ça, mais lui, il participe de loin, il veut vraiment faire intervenir des citoyens. Et une assemblée classique autour d'une question, c'est 20 citoyens tirés au sort, 20 parties prenantes, 20 personnes concernées et 10 spécialistes, ou quelque chose comme ça à peu près. Et je trouve que c'est un modèle qui est assez intéressant. Nous, ce qu'on avait pensé au Mosica, c'est qu'on puisse déjà avoir la possibilité en ligne avec le numérique de pouvoir proposer tous les sujets qu'on veut.
de pouvoir voter pour les sujets qui puissent être présentés en priorité, débattus en priorité, et puis d'avoir peut-être voilà, ce système de plusieurs citoyens avec des experts qui puissent débattre de chacun de ces rôles. Hugo ? Sur lequel on rajoute ensuite les notions de coordinateurs, qui seraient en fait des élus de l'Assemblée, mais qui n'auraient aucun pouvoir, c'est-à-dire qu'ils seraient juste porteurs de la validation de l'Assemblée et de l'ensemble des projets de l'Assemblée auprès des autres assemblées. En fait, c'est tout simplement un fonctionnement de double lien sociocratique qui est un fonctionnement modèle d'organisation qui permet d'équilibrer justement le pouvoir de manière horizontale et de responsabiliser tout le monde tout en prenant écoute des minorités. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui amène une démocratie horizontale et qui vide la notion de pouvoir qui elle-même va amener beaucoup de problématiques de choix. Voilà. Le tout en organisation de réseaux autonomes. Merci Hugo. JFA. Oui, sans oublier que la démocratie, c'est la gestion des conflits et que n'importe quelle assemblée, quelle que soit son organisation, va susciter des conflits au sein de la commission dont parlait Hugo, des conflits avec l'Assemblée d'à côté qui n'a pas trouvé du tout la même solution et les mêmes objectifs. À régler des conflits, ça demande des lois, ça demande un cadre. Voilà. Je préfère des comités de conciliation avec évidemment un mode d'emploi, mais un mode d'emploi simple, accessible, une constitution qui amènera à discuter de est-ce qu'on a franchi les limites, que faire s'il y a quelqu'un qui franchit les limites, est-ce qu'il doit être puni, etc., etc., etc. Je préfère les modes d'emploi plutôt que des constitutions, tout simplement. Corréler un petit peu tout ça, c'est ce sur quoi on s'est penché au MOSICA dans le grand projet avec justement l'ODG, l'Organisation démocratique globale, où en fait, ça part d'une organisation qui va du plus local au plus global, avec au final une organisation mondiale qui est élus, montés par des citoyens finalement et qui ont le pouvoir de décision sur des enjeux mondiaux. Parce qu'il est bien entendu évident que même si on doit s'organiser de manière autonome en fonction des différentes zones, que ce soit la ville, la région, les nations, etc., il est bien entendu qu'on doit réussir aussi à s'organiser au niveau mondial. C'est-à-dire que si on veut poser un simple et unique postulat qui est celui de « on arrête la pollution », il est bien évident qu'on doit s'entendre au niveau global de tous fonctionner sous ce modèle-là. Voilà. Merci Hugo. Et moi, je ne sais pas si c'est très pertinent, mais j'ai quand même envie de le sortir. Il y a un chercheur, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Yor Zoref, qui a écrit un livre « Nous sommes plus intelligents que moi ». Et il a fait une expérience qui est extrêmement parlante sur un TEDx, où il amène une vache sur scène, et puis en fait les gens ont un boîtier, et il dit « estimer le poids de la vache ». Et donc, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a des trucs totalement délirants. Il y a des personnes qui vont mettre 250 kilos, d'autres 4500 kilos. Mais la moyenne est très, très proche du poids de la vache. Et en fait, c'est ça qui est très marrant, c'est qu'on peut être un peu très disparate comme ça, mais globalement, si on arrive à sortir le meilleur d'entre nous, vraiment ce qu'il y a de plus médium, on est relativement exact. Ben écoutez, merci pour cette émission, merci de nous avoir suivis et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour un débat autour du rapport du GIEC. À bientôt.